Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière édition de notre émission, pas édition, émission de notre premier cycle de discussion. Voilà, j'ai arrivé, c'est un peu, voilà, c'est un travail de cycle de discussion avec Maître Claude Laporte, docteur pour les intimes. Alors ça, il faudra l'expliquer après. Donc, je peux l'expliquer déjà maintenant, c'est que voilà. il y a... Je suis le personnage un des personnages d'un livre d'Éric Werner qui s'appelle « Ne vous approchez pas des fenêtres ». Et comme j'étais docteur en droit, il cite une phrase que j'ai vraiment dite, et c'est « le docteur a dit ». Et évidemment, tous les gens qui ont lu ce livre pensent que c'est un médecin qui parle. Ah oui, voilà. Bon, voilà. C'est un peu cette fameuse image de la personne qui cherche un docteur parce que quelqu'un fait un malaise dans la rue, sauf que le docteur qui répond, oui, il est docteur en philo. Donc voilà. Il va lui sortir une phrase de Schopenhauer pour lui dire, finalement... il meurt, quoi. Bon, Claude, dans cette troisième émission, nous allons parler de la démocratie non plus directe, qui était l'objet de la précédente, la démocratie directe à la Suisse, mais on va parler un peu de son antithèse, qui est la démocratie française. Alors, démocratie française avec d'immenses pincettes, parce que si on a effectivement quelques pessimismes, disons, à l'endroit de l'évolution de la démocratie suisse, bon, elle marche encore à certains égards, pas trop mal, enfin, donc on a un pays qui est à peu près stable. C'est pas le cas en France, selon vous. Pourquoi ça vous tenait autant à cœur de le dire? Oui, parce que j'ai le choix entre pleurer des larmes de sang et puis me cogner la tête contre les murs ou répondre à une certaine désinformation qui ne remonte pas à Macron, puisque le nœud du problème, c'est Chirac-Pasqua en 1986. Pourquoi? Alors voilà, parce que il y a eu en 1981 l'élection à la présidence de la République française d'un homme qui s'appelait François Mitterrand et dont je ne comprends pas pourquoi on l'appelle le menteur, parce que lui a tenu ses promesses. Et on pouvait être en désaccord avec sa politique, mais enfin il avait été élu sur un programme et il a appliqué son programme. Chose incompréhensible évidemment pour les électeurs de droite qui est habitué, lui, à élire des gens qui après lui crachent dessus. Ouais. Mitterrand était le chef de l'Union de la gauche, il a tenu les promesses qu'il avait faites. Et on pouvait être en désaccord avec pas mal de choses, mais il y avait là-dedans une très bonne idée, c'est qu'il avait rétabli le scrutin proportionnel. Alors, on va juste en deux mots définir ce que c'est, d'accord? Donc voilà, alors la proportionnelle, c'est le système dans lequel, si vous avez 10% des voix, vous avez 10% des sièges. Voilà. Aussi simple que ça. Oui. Et en fait, c'est là où il y a une première nuance, une première précision à apporter, c'est que la France n'a voté à la proportionnelle qu'à 4 reprises dans son histoire. 1945, première assemblée constituante, 1946, deuxième assemblée constituante, 1946, Assemblée nationale et 1986, donc par la grâce du président Mitterrand. Et là, vous avez le premier mensonge de Chirac et cette lignée qui continue jusqu'à Macron aujourd'hui, c'est de vous dire la Troisième République, donc le régime qu'il y a eu en France entre 1870, et là je traduirai pour les Français, 1870 et 1940, il y a eu 105 gouvernements. Alors on va vous dire, l'instabilité. Et oui, mais il y avait cette instabilité avec le scrutin majoritaire à 2 tours. Ce n'est pas le mode de scrutin qui détermine ensuite la longévité des gouvernements. Il y a les règles constitutionnelles, il y a la pratique, il y a la force des partis, il y a toutes sortes d'autres choses. Et le premier mensonge qui prévaut dans le débat en France aujourd'hui, c'est d'associer la proportionnelle à l'instabilité. La France a eu sa plus grande instabilité avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, soit la Troisième République. Et les pays les plus stables du monde, en premier lieu la Suisse ou l'Allemagne, sont des pays qui ont le scrutin proportionnel. Donc on a été assez sombre vis-à-vis de l'évolution de notre démocratie, mais enfin elle a quand même des choses, notre Suisse, mais elle a encore des choses à apporter à la France. Elle a encore Tout à fait. C'est encore un contre-modèle positif, là, de ça on peut convenir. À ça, il n'y a aucun doute. Et sur la proportionnelle et sur le fédéralisme. Mais alors, pourquoi on est en crise particulière aujourd'hui? Simplement avec la dissolution, l'incapacité à dégager des majorités? Parce qu'on a vendu, donc en 1986, Chirac supprime la proportionnelle que Mitterrand avait installée et remet en place le scrutin majoritaire à 2 tours. Et on vend aux gens le fait que le scrutin majoritaire à 2 tours apportera des majorités. Mais c'est confondre un scrutin majoritaire avec un scrutin à finalité majoritaire. En Grèce, aujourd'hui, vous êtes à la proportionnelle, mais sur les 300 sièges qui sont répartis, il y a 50 sièges qui sont la prime majoritaire au parti arrivé en tête. Et vous êtes à peu près sûr qu'il y aura une majorité, tout en assurant la représentation des petits partis.
Un scrutin majoritaire ne garantit absolument pas qu'il y aura une majorité au Parlement. Le Canada est l'exemple d'un pays qui va de gouvernement minoritaire en gouvernement minoritaire. Mais ce que vous dites est très structurel. Oui. Donc, si la France est en crise aujourd'hui, c'est pas, je ne sais pas, peut-être à cause je sais pas, de l'œuvre de Macron, par exemple. Ah oui, bien sûr que mais Macron est aussi le produit d'un système dont le mode de scrutin est un des éléments. Et je vais maintenant entrer un peu plus dans le concret, en montrant de manière très précise, avec des chiffres, et donc en n'étant pas dans l'abstrait, dans l'empiré, je vais montrer un cas concret de la perversité du système à travers la séquence électorale que la France a vécue depuis le 9 juin. Parce que nous avons donc au départ, le 9 juin, nous avons un vote pour les élections européennes qui, aux yeux des Français, est dépourvu d'enjeux, mais qui surtout est un scrutin à la proportionnelle. Donc là, l'électeur ne fait pas de calcul, il vote pour la liste qu'il a envie de voir passer. Le seuil est à 5%. Donc nous avons à ce moment-là, je dois juste regarder les chiffres précis sur mon téléphone pour ne pas dire de bêtises, mais nous avons donc la liste du Rassemblement national qui arrive en tête avec 31,37% des suffrages exprimés. Nous avons après les macronistes à 14,60%, les socialistes à 13,83%, la France insoumise à 9,89%, les LR à 7,25%. Alors je rappelle que c'était les gens qui, du temps de Chirac, étaient censés être à 42% ou 44%. Oui. Nous avons Europe Écologie Les Verts à 5,50%. Nous avons Reconquête à 5,47%. Donc là, j'insiste, le 9 juin, Reconquête, parti qui n'avait que 2 ans d'existence, est quand même à 5,47%. Dépasse sur les 5%. Et puis après, nous avons 3 partis qui n'atteignent pas le seuil des 5%, mais qui ont quand même une certaine représentativité. Nous avons un glorieux ancien combattant qui est le PCF, Parti communiste français, qui est à 2,36. Nous avons l'Alliance rurale de Jean Lassalle qui est à 2,35. Et puis nous avons le Parti animaliste qui est à 2%. Le reste est constitué de formations qui ont beaucoup moins d'audience. Alors là, donc ce qui est intéressant, c'est que nous avons un vote qui reflète probablement ce que l'électeur qui va se déplacer pense vraiment, parce qu'il sait que là, c'est la proportionnelle, donc un homme, une voix, sa voix compte. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est la séquence qui démarre à ce moment-là, quand Macron, pour des raisons qui me sont totalement compréhensibles, décide de dissoudre l'Assemblée nationale, et que là, on part sur un vote qui va avoir lieu 3 semaines plus tard, mais avec un mode de scrutin complètement différent, et on va voir l'énorme distorsion de la volonté populaire entre le 9 juin et le 30 juin. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, avec ce nouveau mode de scrutin, on a des alliances, on a des choses comme ça, et le parti qui était majoritaire auparavant va se faire passer devant par un agglomérat en quelque sorte. Et ça, c'est une distorsion de la volonté populaire. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans ce mode de scrutin, ce n'est même pas les mérites du scrutin majoritaire à un tour tel qu'il existe au Canada ou au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où vous votez. Et puis, évidemment, vous allez souvent faire des calculs en disant « je vote quand même pour le candidat qui a des chances de passer plutôt que pour quelqu'un de complètement marginal », mais ça s'arrête là. Dans le système français, vous avez cette règle que pour être élu au premier tour, il faut la majorité absolue des suffrages exprimés, mais avec au moins un quart des inscrits, et que sinon il y a un second tour, où celui qui arrive en tête est élu, mais que pour être qualifié pour le second tour, alors là, c'est le summum, il faut 12,5% des inscrits. Pas des votants, des inscrits. Alors évidemment, après, il faut faire ses calculs. Si l'abstention est à 60, s'il y a 40% d'abstention, 60% de votants, le seuil est à 20%. Et ainsi de suite. S'il y a 40% de votants et 60% d'abstention, le seuil est à 30%. Et voilà un électeur qui tout à coup se croit devenu un grand tacticien et apparaît le vote utile. Bon, mais si on va de façon plus brutale, voilà. Est-ce que la démocratie est vraiment le type de gouvernement, est-ce que c'est vraiment le régime qui convient à la France? Alors j'ai l'impression que les Français ont un gros problème avec la démocratie. Ils ont hérité d'institutions qui sont arrivées un peu par hasard. La Révolution française, oui, alors évidemment, l'abolition des privilèges, tout le monde était pour. Décapiter le roi, la reine et faire mourir dans des conditions atroces le dauphin, je pense que là,
Hippolyte Taine disait qu'il estimait que 19 Français sur 20 étaient pour la monarchie constitutionnelle à cette époque-là, et on leur a mis la République. Bon, après est arrivé... Donc est-ce qu'on peut dire que cette démocratie dont on voit aujourd'hui les problèmes, là parce qu'on a parlé de problèmes essentiellement... électoraux ou structurels, disons, est-ce qu'elle n'a pas avant tout comme premier problème d'être bâtie sur une espèce de perte de sens commun, quoi? Oui, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette fameuse République dont il parle tout le temps? Il est clair qu'en France, il y a une opposition entre la démocratie et la République. Au point d'ailleurs de lui prêter des valeurs, les fameuses valeurs de la République qui ne sont jamais définies. Exactement. On nous brandit ce truc-là. Oui, non, mais les valeurs de la République, alors le problème est que la Pologne, au XVIIe, XVIIIe siècle, avait des rois, mais ça s'appelait la République, Rzeczpospolita. Donc la Grèce, quand elle avait des rois, ça s'appelait une démocratie couronnée, parce qu'il n'y a pas en grec de mot pour dire République. Distinct de démocratie, donc quand c'était la monarchie constitutionnelle, c'était la démocratie couronnée. Quand c'est devenu une république, ça s'appelle la démocratie tout court, parce qu'il n'y a pas de mot pour dire république en grec. Et donc là, effectivement, il y a si je compare par exemple avec un pays civilisé comme le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les travaillistes ont gagné les élections grâce au système électoral, parce que je rappelle qu'ils n'ont qu'un tiers des voix, qu'ils ont moins de voix que quand ils ont perdu en 2019. Mais bon, le pouvoir passe du Parti conservateur au Parti travailliste, et le roi Charles reste le roi de tout le monde. Et voilà, tout le monde se serre la main et c'est terminé. Dans le système français, donc finalement, il y a une opposition entre la démocratie et la République, parce que le peuple est susceptible de mal voter. Oui, c'est ça. Et donc là, visiblement, il a très mal voté, parce que dans les deux élections qui sont succédées, les européennes et les législatives, il a mis en tête un parti qui s'appelle le Rassemblement national, où pour des raisons que je ne comprends pas, parce que quand même, Marine Le Pen est quelqu'un qui est authentiquement de gauche. Oui, c'est une femme de gauche. Donc je ne comprends pas pourquoi... je comprends pas comment on peut qualifier d'extrême droite une femme qui vit une histoire d'amour extraordinaire avec les ex-mineurs du bassin houillé. C'est germinal, le RN. Je veux dire, c'est les héritiers de Zola. Alors, si les deux dés sont pipés et si tout prête autant à rire, enfin en tout cas à sourire, est-ce que, disons, notre famille de pensée, pour aller au plus simple, est-ce qu'elle a encore raison de s'engager dans cette comédie ? Je pense qu'elle devrait donner la priorité au combat culturel. Alors évidemment, je vais sortir une banalité, je vais dire faire du gramscisme. Oui. Alors bon, l'occasion... Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, et puis qui a quand même souligné l'importance du combat culturel. Mais ça, ce que je vous dis, c'est une banalité, parce que tout le monde le dit, et personne n'a lu Gramsci. Si vous lisez Gramsci, vous voyez qu'il y a quand même aussi des remarques qu'il fait qui sont spécifiques au contexte italien. Puis vous voyez aussi qu'il y a des points sur lesquels il est un mauvais prophète. Par exemple, il y a toujours l'impression que l'Italie est en échec et puis que la France est le modèle de l'État-nation. Quand vous voyez la situation 9 décennies plus tard, j'ai plutôt l'impression que l'Italie est toujours debout et que la France est suicidée. J'y vais avec une question à la con, allez. Mais la nana qui présente L'amour est dans le pré, là, bon, si j'ai bien compris, elle aide des paysans à trouver l'amour, voilà, bref. Est-ce qu'elle n'a pas fait beaucoup plus pour la continuité de la France, pour que la France reste un peu la France? Est-ce que cette dame n'a pas fait beaucoup plus pour la France réelle que, je ne sais pas, Zemmour avec son parti? Ah, Zemmour, c'est une mauvaise comparaison. Voilà. Parce que, regardez, ce qui est assez extraordinaire, c'est que après le premier tour, quand le RN a réussi à faire disparaître Reconquête du paysage électoral, vous avez quand même Apathy, journaliste qui est quand même vraiment la voix de son maître, qui passe à la télévision pour dire quand même que Zemmour reste l'ennemi principal. Parce que justement, Zemmour a une carrière politique de 31 mois, mais comme éditorialiste, il a été un peu plus pugnace, et donc c'est pas le meilleur exemple, parce qu'il a quand même des écrits. Mais il est clair, en revanche, que le type qui se bat pour sortir un livre, le type qui se bat pour rebâtir un calvaire le long d'une route, ou le type qui se bat pour faire tourner une ferme, il a effectivement probablement beaucoup plus d'utilité qu'un parti qui se contente de présenter des candidats à chaque élection et ne fait rien entre les deux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un type d'engagement qui a du sens en France, c'est-à-dire un engagement un peu par la marge, un engagement culturel, essentiellement, qui est peut-être d'une autre nature en Suisse? Enfin, ça a quand même encore un sens de s'engager
en Suisse, puisqu'on n'a quand même pas le même mode de... Oui. En Suisse, on peut faire les deux. Est-ce que ça a du sens de faire les deux en France? Bon, alors, je pense qu'il faut jamais capituler, faut jamais renoncer. Mais il est évident que le système politique français s'autodétruit par le scrutin majoritaire à 2 tours. Je ne dis pas pour la présidentielle c'est une autre question, encore que le pire héritage que De Gaulle ait laissé à la France, c'est l'élection du président de la République au suffrage direct. L'élection par le Parlement sur la 3e et 4e République a eu de bien meilleurs résultats, comme d'ailleurs l'élection du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale en Suisse. Mais le scrutin majoritaire à 2 tours... Peut-être pour nos auditeurs, enfin électeurs avec un peu de chance, français, il faut savoir que nous, on ne vote pas, la population ne vote pas, alors qu'on parle de démocratie directe, nous ne votons pas pour notre président, qui d'ailleurs est c'est un rôle qui tourne dans une assemblée qui est composée de gens de différents partis. Comme quoi la démocratie directe, pour être réelle, est en quelque sorte équilibrée par des choses où elle est vraiment très semi-directe. Est-ce que ça, c'est un avenir probable pour la France? Est-ce que c'est une piste de sortie pour la France? Un système directorial avec un conseil fédéral. Je pense que les Français ont trop besoin de la figure du président de la République comme une espèce de substitut du roi. Ouais. Mais pour qu'il soit un bon substitut du roi, il faut retourner au système de la 3e et la 4e République, c'est-à-dire plutôt un parlementaire, ou une parlementaire, ça viendra bien un jour, élu par des gens qu'ils connaissent, parce que vous ne pouvez pas tromper des gens avec qui vous travaillez en commission depuis 20 ans, tandis qu'évidemment, vous pouvez être le beau banquier d'affaires sémillant qui trompe le peuple le temps d'une campagne électorale et puis qui lui prépare un triste réveil. Il va laisser quoi derrière lui, Macron? Un océan de ruines, un désastre. C'est assez extraordinaire de voir que le personnage qui s'était bâti, la figure du banquier d'affaires, a mené les finances de son pays à la banqueroute. Et surtout, son acharnement contre tout ce qui est culturel, tout ce qui... Il a essayé de donner des gages, on le voyait dans des messes, il allait à Lourdes. Oui, ça me rappelle quand Madame Chirac faisait les pèlerinages à Sainte-Sigolène. Bon, s'il y a des chrétiens naïfs... Oui, c'est peut-être même la race dominante chez les chrétiens. C'est fort possible. Alors disons-le carrément, des chrétiens crétins. Oui, je crois qu'on peut... en tout cas, nous, on va les inviter, les chrétiens, à être peut-être un peu moins chrétiens, peut-être à remettre une petite dose d'anarchisme dans leur... Il le faut. Dans leur foi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une option qui est la reconstruction à l'écart. C'est l'option que, en tout cas, nous, on a choisi avec le peuple, en ne demandant pas de subventions, en créant une famille de pensée, en remettant à l'honneur certaines valeurs, certains auteurs qui souvent sont oubliés. Et ces auteurs ne sont pas systématiquement de droite ou quoi que ce soit. Ça peut être par exemple des critiques de gauche du progrès. Mais enfin, voilà, c'est sans doute ça, ce qu'on doit mettre en avant, je crois. Lisez Balzac. Oui. Mais lisez Zola aussi, c'est très bien Zola, et ce qu'il voit est aussi très intéressant. Quand vous lisez Germinal, c'est pas une espèce de prêchi-prêcha marxiste. Au début de Germinal, quand vous avez la description de la maison des mineurs, ils ont au mur le portrait de l'empereur et de l'impératrice. Oui, parce que Napoléon III avait beaucoup fait pour les ouvriers. Et Zola, il décrit le monde tel qu'il est, pas le monde, pas un monde imaginaire. Oui, c'est un point important, c'est aussi de sortir de notre propre famille de pensée, de ne pas devenir des caricatures, de ne pas être aussi dans cette mauvaise humeur permanente contre laquelle on lutte. En tout cas, moi j'essaie de lutter avec cette chaîne. On a lutté ensemble. Comme disait un grand homme d'État suisse, on va terminer là-dessus. Le rire est bon pour la santé. Le rire est bon pour la santé, voilà. Un peu de sagesse helvétique pour terminer cette 3e émission de notre premier cycle de discussion avec Claude Laporte. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Pour cette participation. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on commence à fatiguer. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne, comme d'habitude, avec un lien typique, un don. Le lien, il ne nous soutient pas, mais le don via le lien typique qui est dans la description de l'émission. Eh bien, ça nous aide énormément. C'est des choses qu'on réinjecte après dans ce genre de propositions. Donc, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Ciao.